Votre confiance nous honore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Évasion Guinée. Au menu ce vendredi 14 novembre 2014, c'est parti pour la deuxième phase de la campagne de sensibilisation contre Ebola. Cette initiative du ministère de la Jeunesse prévue pour le 26 novembre sur toute l'étendue du territoire national devrait permettre à freiner la chaîne de contamination du virus Ebola. Et puis, découverte macabre d'un corps sans vie ce vendredi sur la plage de Kipé. Pour l'heure, aucune information sur les causes de ce décès. Le service médical s'est vite déployé sur les lieux pour l'identification. Au Burkina Faso, un consensus a été trouvé sur la transition. Après 5 jours de négociations entre les acteurs concernés, l'heure est à présent de désigner les futurs dirigeants de la transition avant les élections présidentielles. Pour commencer, le coup d'envoi de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation contre Ebola sera donné le 26 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire guinéen. Initiée par le ministère de la Jeunesse et ses partenaires, elle met les jeunes à l'épicentre pour contribuer efficacement à briser la chaîne de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers des séries de sensibilisation. Abakar Sidikimane. De sensibilisation consiste à mettre 15 000 jeunes sur le terrain. En se basant sur les acquis de la première phase réalisée par 2100 jeunes à Conakry, ils seront déployés pour renforcer les efforts consentis par la Coordination nationale de riposte à Ebola, lutter contre la méconnaissance de l'épidémie et les stigmatisations en procédant à l'application de 2 composantes qui sont la mobilisation et l'action sociale, l'animation mobile et la proximité. Aujourd'hui, la Guinée est stigmatisée, isolée et la réponse de la jeunesse, c'est les ressources humaines que nous avons, c'est les jeunes que nous avons aujourd'hui un peu partout qui veulent aussi s'impliquer dans cette lutte, mais en sensibilisant leurs parents, en sensibilisant leurs voisins pour leur dire d'adopter les comportements qu'il faut. Les partenaires de la Guinée estiment que la jeunesse peut jouer un rôle primordial dans cette lutte sans merci engagée à tous les niveaux. Les jeunes, non seulement ils sont écoutés au niveau de leur zone, ils sont certains leadership, mais surtout avec les moyens de technologie, ils sont aussi regardés comme des gens qui sont beaucoup plus éveillés que les autres. Donc une source assez importante d'informations, mais aussi de pouvoir faire passer les messages. Pour réussir le pari que se sont fixés les partenaires, des dispositifs de riposte ont été enclenchés dans ce sens en vue de voler la vedette à Ebola d'ici fin décembre 2014. Des dispositifs qui reposent en partie sur la jeunesse et sur les religieux. Ce dispositif, c'est aussi les différents leaders communautaires, religieux, traditionnels, qui jouent un rôle extrêmement important pour que, avec la jeunesse, avec les comités de veille, que le message passe chaque jour, à chaque instant. Vu les massacres survenus à Omé, où les membres d'une équipe d'agents sensibilisateurs ont été tués, l'aspect sécuritaire des 15 000 jeunes qui seront déployés à Conakry et à l'intérieur du pays a été abordé par le ministre de la Jeunesse. Le jeune de Womé qui sensibilisera à Womé, qui a été formé aux techniques de sensibilisation, et c'est lui qui va aller voir ses parents pour leur dire voilà, cette maladie elle est dangereuse. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons prévu dans notre dynamique d'associer aussi les forces de sécurité en cas où il y aura des problèmes. Donc ils seront exactement dans les différentes zones où les jeunes se trouveront pour que l'information soit très claire et bien précise. Donc nous avons tenu compte de façon très claire et nette de cette situation de sécurité. 2 fois par semaine, les 15 000 jeunes prôneront l'isolement précoce des cas identifiés. Ils bénéficieront chacun d'une somme de 50 000 francs comme prime et seront encadrés par 320 superviseurs pour veiller sur la bonne marche de la sensibilisation sur le terrain. 4 20 000 $, c'est le montant offert par le gouvernement du Japon aux 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Ce don est destiné à l'achat de matériel et équipements médicaux et à la prévention. La signature de l'échange de notes s'est tenue ce vendredi à Conakry entre l'ambassadeur Tori Yoshikawa et le ministre de la coopération internationale Moustapha Koutoub Sano. Saron Kamara.
Annoncé le 25 septembre dernier par le Premier ministre du Japon lors d'une rencontre des Nations Unies consacrée à la lutte contre Ebola, cette contribution vient renforcer les efforts du gouvernement guinéen. Cette aide marque également la volonté du Japon d'accompagner la Guinée dans cette épreuve en apportant une assistance à ceux qui luttent sur le terrain selon leur spécialisation contre l'épidémie Ebola. C'est aussi un accompagnement fort des personnels atteints par Ebola ainsi que des populations indirectement affectées et qui doivent être protégées. Cette enveloppe a été mise à disposition des organisations internationales intervenant dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Pour sa part, le gouvernement guinéen, à travers le ministre de la Coopération internationale, a rassuré les partenaires. Selon Moustapha Koutoub Sano, les services en charge de la gestion de ce don en feront bon usage. Cette nouvelle assistance, 5e du genre, d'une valeur de 28 milliards de francs guinéens, s'inscrit dans le cadre de la riposte à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette épidémie, en dehors de ses conséquences négatives sur la santé, sape durement l'économie nationale. La Guinée, en cette période difficile, ne saura oublier cette marque de solidarité. La crise actuelle pose la question de la qualité des systèmes de santé dans les pays concernés et de l'équilibre de la sous-région. C'est pourquoi le gouvernement du Japon compte faire du secteur de la santé un pilier majeur de la coopération entre le pays du soleil levant et l'Afrique. De ce fait, il a annoncé qu'il mettra à la disposition du continent, selon un chronogramme opportun, une aide globale de 100 millions de dollars pour répondre à ces problématiques. Autre titre de cette édition, les habitants du quartier Kipé se sont réveillés très tôt ce matin en apprenant la découverte d'un corps sur leur plage. Cette découverte macabre a suscité d'énormes interrogations. Dans quelles circonstances ce corps sans vie a été découvert? C'est dans ce reportage de Lansana Traoré et Sidiki Bangora. Le corps du défunt Akoy Boré, âgé de 45 ans, marié et père de 3 enfants, a été découvert par des jeunes artistes sur la plage de Kipé. Une découverte macabre qui a mobilisé les citoyens et responsables locaux. J'étais à la maison quand j'ai vu venir un groupe de jeunes, 3 à 4, des artistes, pour m'informer qu'ils ont découvert un corps au bord de la mer, à l'ex-plage de Kipé. Donc, immédiatement, je les ai pris, nous sommes allés à la gendarmerie pour une information et les dispositions à prendre. Donc, eux aussi, ils se sont mis à ma disposition, nous sommes revenus ici, au milieu des rochers. Selon les proches du défunt, celui-ci serait chauffeur de taxi sur l'axe Kipé-Aéroport. Atteint de la tuberculose depuis quelques années, Akoy Boré était sous traitement. Ça fait plusieurs années. Quand on était en 94 à Massanta, c'est là-bas où on s'est connus, il souffrait de la tuberculose. Et après des années encore, on s'est retrouvés ici et il suivait les mêmes traitements. Mais tout dernièrement, avant-hier, je l'ai vu vraiment fatigué. Présent sur le terrain, la brigade d'investigation de Kipé a dressé un constat préliminaire. On a essayé d'identifier le corps. On a pris son téléphone qui était à côté et la piste. On a pu joindre ses parents qui sont venus. Aussitôt quand on les a demandé l'origine, ils nous ont fait comprendre que le monsieur était malade de la tuberculose. Donc on les a demandé de nous donner le numéro de son médecin traitant et ce qui fut fait. Donc nous allons mettre ces numéros-là au service de 115. On va leur donner les informations là. Les 2 médecins vont travailler, voir si ce n'est pas un cas d'Ebola. En cette période d'Ebola, les citoyens très inquiets ont appelé le numéro vert, le 115. Malgré leur retard, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés sur les lieux pour enlever le corps pour des fins de vérification.
Dans cette édition également, une équipe de la SEG et de l'ambassade du Japon en Guinée était jeudi à Kisoso Plateau. Objectif de la visite, constater sur le terrain les dégâts causés par la conduite d'eau principale de la ville de Conakry qui a cédé dans la nuit du dimanche à lundi en vue d'une solution définitive. Ibrahim Sori Yarian Sané nous fait le point. L'agressivité du sol de Conakry ne serait pas compatible avec cette conduite en fibre de verre. Il faudrait donc changer complètement les 3,5 km de tuyaux qui transportent les 80% de la production en eau potable dans les 5 communes de la capitale. Le gouvernement japonais qui a offert ce matériel et la SEG semblent déterminés dans ce sens. En tout cas, un premier lot de matériel est déjà sur le terrain pour résoudre non seulement la crise d'eau qui commence à se faire sentir dans certains quartiers depuis lundi, mais également éviter les nombreux cas d'accidents et de dégâts matériels auxquels les populations riveraines sont confrontées. Si longtemps la panne ne va pas être préparée, ça va aggraver la crise d'eau déjà existante sur la ville de Conakry. Donc de très bonnes dispositions ont été envisagées. Et déjà, tout a été évalué sur les 3,5 km. Justement, je parlais de l'arrivée du matériel. C'est une partie de cette commande qui est déjà arrivée au port et qui est en train d'être acheminée maintenant sur le réservoir de l'aviation. Donc, le reste des commandes arrive pour que nous puissions changer définitivement sur les 3,5 km et la conduite et ses accessoires et tous les autres organes de réglage. Fissuré la nuit du dimanche au lundi, ce tuyau central a causé d'importants dégâts. On a enregistré beaucoup de pertes. C'est vrai, et puis les enfants sont traumatisés à la maison, et en plus de ça, nous souhaitons que la SEG nous change l'installation là, parce que l'installation qui est là c'est en caoutchouc, nous ne sommes pas en sécurité. Ils changent en fonte parce que l'installation qui est là c'est en caoutchouc, et la pression d'eau ne supporte pas, parce que ça fait la 9e fois, d'après les gens, moi à ma connaissance c'est la 2e fois. Donc ça veut dire que c'est l'installation qui ne supporte pas la pression d'eau. Nous sommes couchés avec mon ami. Moi je dors nuit, je ne connais pas. C'est mon ami qui était réveillé. On s'est regroupé, mais l'eau est fort. L'eau est ramassé tout. On s'est retrouvé avec le fleuve là. Selon ces populations, il y aurait eu plus de 9 cas de fissure sur ce tuyau, des cas qui ont même provoqué des morts d'hommes. Après 2 mois et 3 jours de trêve pour cause d'Ebola, l'Association guinéenne des usagers des banques AGUB et les victimes de la Banque africaine de développement agricole et minier ont animé ce vendredi à Conakry une conférence de presse. Toile de fond fustigé la mauvaise foi du pouvoir public dans le dossier de la Badam. Antaya Kolam. En trêve depuis 8 semaines, l'Association guinéenne des usagers des banques AGUB et les victimes de la Banque africaine de développement agricole et minier Badam ont repris leur activité ce vendredi à la Maison de la Presse. Pendant des heures, elles ont tenté de démontrer à leur manière que les pouvoirs publics manquent de volonté dans le dossier Badam. Un dossier qui date de 2011 après que la dite banque est partie en faillite en engloutissant une somme de 36 milliards de francs guinéens. Quand il y a une délinquance financière de 36 milliards de francs guinéens, où plus de 10 000 Guinéens sont concernés, parce que c'est l'État qui est garant. Si l'État ne se porte pas garant face à la création d'une banque, aucun citoyen ne va oser aller déposer son argent dans cette banque. C'est ça le problème. À la dernière minute, on nous fait comprendre que le même président de la République demande à ce qu'on sursoit au paiement des victimes de la Badam. Pour nous, c'est inadmissible, inacceptable. Les locaux de la Badam étant une lueur d'espoir pour l'AGUB et les victimes de la Badam, les voir occupés par une autre entreprise est de leur avis une provocation à leur endroit. Cette nouvelle banque qui veut occuper notre symbole, d'accord, le bâtiment de la Badam, pour nous, c'est une provocation, c'est un complot d'État. Parce que cette banque a eu à verser, selon les informations que nous avons reçues, 15 millions de dollars. Et pour nous, l'État nous doit tout juste 4 millions de dollars. C'est inadmissible et inacceptable. L'AGUB et les victimes de la Badam reviennent avec un seul objectif en tête, celle d'être en possession de ce qui leur revient de droit. Dans le cas contraire, ils envisagent d'entamer des grèves à durée indéterminée dans les jours à venir et ce jusqu'à obtenir gain de cause.
La décision de faire déménager tous les parcs d'automobiles à Kouria est toujours d'actualité. Lors du Conseil des ministres d'hier, jeudi 13 novembre, le chef de l'État a réitéré cette ambition. Des mesures selon les autorités pour désengorger la capitale Conakry. Reportage Abfa Malba. Ce qui prouve la teneur de la décision, c'est le démarrage il y a plusieurs mois des travaux de construction d'un parc national d'automobiles à Kouria. Pour Albert Damantan Camara, la priorité dans cette initiative, c'est de libérer certaines emprises publiques afin de désengorger la capitale Conakry. Lui-même s'était déplacé sur le terrain, faire le tour des parcs, essayer de savoir ce qui se passait et voir les possibilités qui s'offraient pour dégager ces parcs automobiles qui, vous le savez vous-même, encombrent beaucoup l'emprise publique et empêchent la circulation, le stationnement et beaucoup d'autres activités urbaines. Et donc le président tient à ce que rapidement l'aménagement du site de Kouria, qui a déjà commencé, se termine dans les meilleurs délais afin qu'une fois pour toutes on dégage ces parcs-là pour que, comme dans tous les grands autres pays, il y ait un espace dédié à la vente de véhicules et que les trottoirs, les espaces libres publics cessent de servir de parcs automobiles. Le gouvernement tient donc à sa décision de faire déménager les parcs automobiles. Et il semble d'ailleurs avoir eu l'approbation des propriétaires de ces parcs. Le ministre porte-parole du gouvernement précise que le déménagement ne sera effectif qu'après la fin des travaux d'aménagement de ce parc. Albert Damantan Camara rassure aussi que la place prévue pourrait suffire à tout le monde. Il faut que la construction termine parce que de toute manière, si vous les déplacez, s'il n'y a pas une voie, un site de dégagement, vous ne faites que déplacer le problème à l'intérieur du périmètre de Conakry et ça ne résout rien. Nous allons faire de telle sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde et s'il faut après faire de l'extension, nous le ferons, mais je crois que la place qui est prévue est suffisamment grande pour accueillir tous ces vendeurs de véhicules. La décision ne fait pas polémique chez les propriétaires de parcs, mais ceci évoque certaines inquiétudes. On est d'accord avec le président de la République pour déménager tous les parcs de Conakry jusqu'à Kouria. Mais seulement, je crois bien, ce n'est pas actuellement pour déplacer les parcs de Conakry jusqu'à 75 km de la ville. Nous, ce qu'on a peur d'aller à Kouria, c'est l'insécurité. Il y a plusieurs parcs, personnes qui ont acheté des terrains, qui ont baillé des terrains et sont installés dessus. Donc s'il faut obliger ces gens à laisser leur parcelle pour aller habiter à 75 km d'ici. Ils redoutent aussi de perdre la clientèle, mais ils ont surtout le sentiment de ne pas être encouragés par le gouvernement, en dépit des recettes qu'ils apportent à l'État. Les parcs, ça demande la condition. Nous, on est là, on importe les voitures. Je crois bien on fait partie de contribuer à l'affaire des caisses de l'État. En tout cas, la décision semble irréversible côté gouvernement et le déménagement de ces opérateurs n'est plus qu'une question de temps. L'artisanat, un métier très prisé à Conakry, et sont nombreuses les femmes qui viennent s'acheter des sandales fabriquées par des cordonniers, des sandales très convoitées grâce à l'avidité des fabricants. Akiratouba. Le soleil est déjà haut dans le zénith au marché Kaporo. Devant sa boutique, Mamadou Ribari s'adonne à sa nouvelle passion, fabriquer des parures de cuir mélangées à du tissu. Avant, je ne faisais que des objets en cuir, mais depuis que j'ai vu que les femmes apprécient les chaussures en cuir et tissu en provenance du Sénégal ou du Ghana, je me suis lancé dans cette activité. Je fais les sacs, les chaussures et même les bracelets. Une nouveauté qui attire aussi bien les Guinéennes que les étrangères et ouvre un lendemain prometteur à Mamadou Ribari. Cette activité des cordonniers ravit aussi les vendeuses de pagnes qui y voient de nouveaux débouchés. Les gens apprécient le travail et viennent petit à petit acheter, malgré la conjoncture. J'ai compris que si je persévère dans cette nouvelle activité, je pourrais prospérer. Il y a des cordonniers qui viennent acheter mes pagnes pour faire des sacs, des chaussures, selon le choix de la clientèle. Leur activité me plaît beaucoup, car cela permet au pays de se développer et valoriser nos tissus. Moi, j'aime bien parce que ça valorise nos cultures. J'en ai acheté dans les fêtes, comme ça, on part, donc je les porte là-bas. Ils me demandent parfois où on fait ça, et bon, on vient, je les montre. Mais comment entretenir ces articles de cuir et de pagne?
L'entretien n'est pas le même. Le cuir dur avant de se salir. Pour le tissu, évitez de porter les chaussures quand les pieds ne sont pas propres. Pour laver les chaussures en tissu, utilisez une brosse douce et du citron. Ces parures sont vendues entre 50 000 à 250 000 francs guinéens. Dans ce travail, Mamadou Ribari rencontre des difficultés dans l'acquisition de certains matériels comme la colle ou la peau des animaux. Sur le continent, un pas important vers une sortie des crises au Burkina Faso. 5 jours de négociations ont été nécessaires. Un consensus a été trouvé sur la transition. Une charte a été adoptée à l'unanimité par toutes les parties impliquées, à savoir la société civile, l'opposition, les chefs religieux et l'armée. Il reste maintenant à désigner les futurs dirigeants de cette transition avant les élections, mais l'heure est plutôt à l'optimisme. L'hymne national repris en chœur par les 80 délégués représentant l'opposition, la société civile et l'armée. Il n'aura donc fallu que 2 semaines après la chute de Blaise Compaoré pour que le Burkina Faso se dote d'institutions de transition. Une charte a été adoptée jeudi à l'unanimité, suscitant l'enthousiasme général. C'est un travail qui a été vraiment très bien mené, très bien fait, qui fixe effectivement la voie à suivre pour approfondir réellement notre démocratie. C'est une étape décisive. Nous espérons maintenant avoir l'opportunité rapidement d'en faire une adoption plus formelle et une signature, et ensuite procéder à la nomination du chef d'État de la transition. Et de mon point de vue, ça ne devrait pas tarder, ça va aller très vite. Un président donc qui sera, selon la charte, un civil n'appartenant à aucun parti politique. Un civil occupera également le poste de président du Conseil national de transition qui comptera 90 membres. Le Premier ministre d'un gouvernement de 25 membres pourra lui être un civil ou un militaire. Mais l'armée, qui avait des prétentions sur la plupart des postes à responsabilité, semble donc avoir cédé face aux autres délégués. Le lieutenant-colonel Zida, homme fort du pays depuis 15 jours, avait d'ailleurs donné son aval à la charte de transition avant même son adoption. Nous sommes parvenus à un accord sur l'architecture même de l'organe de la transition. Maintenant, nous sommes en train de discuter sur qui mettre à quel poste. Les militaires burkinabés pourraient donc être dans les temps pour répondre à l'ultimatum fixé par l'Union africaine pour rendre le pouvoir aux civils d'ici lundi prochain. Une fois désignés, les autorités intérimaires dirigeront le pays pendant 1 an et devront organiser des élections en novembre 2015. Après la disparition des 43 étudiants au Mexique probablement tués de la drogue, la colère des familles ne diminue pas et vise directement maintenant le président mexicain. Reportage. Rendez-vous a été pris devant l'école normale d'Ayotzinapa. Ces élèves instituteurs et certains parents de leurs anciens camarades disparus vont prendre la route ensemble pour un périple d'une petite semaine à travers le Mexique. Je suis la mère d'un des étudiants qui a été tué. Je suis là en soutien. J'irai n'importe où si c'est nécessaire. 3 bus emmèneront ces modestes habitants du Guerrero du nord au sud du pays, et ce jusqu'à Mexico, la capitale, jeudi prochain pour une manifestation nationale. L'objectif de cette tournée, sensibiliser leurs concitoyens au drame qu'ils vivent depuis la disparition de leurs proches. Car ils refusent de croire à l'explication officielle livrée il y a 2 semaines par le ministre de la Justice. Selon lui, les jeunes disparus ont été tués, puis leurs corps brûlés par 3 narcotrafiquants qui auraient avoué leurs crimes. Les rassemblements se succèdent. Les proches des victimes veulent maintenir la pression sur le gouvernement, en qui ils n'ont aucune confiance. Impossible également pour eux de se fier au système judiciaire mexicain, qui résout souvent les affaires de ce type sur la base de seuls témoignages de criminels supposés. Tout ça n'est que corruption. Ils se moquent de nous. C'est tout ce que le gouvernement fait. Se moquer de nous. Nous qui n'avons aucun pouvoir. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. On veut des preuves. On veut des preuves. Sans preuve, je considère que nos enfants sont vivants. Tous redoutent que le gouvernement mexicain ne cherche à clore au plus vite cette délicate affaire qui ébranle jusqu'à la présidence d'Enrique Peña Nieto. Le chef de l'État, qui a tardé à rencontrer les familles des victimes, est en Chine depuis dimanche dernier pour le sommet de l'APEC. Un déplacement diplomatique qu'il a décidé de maintenir malgré l'ampleur du malaise dans son pays. En France, une incroyable chasse au filet, et oui, un fauve. La chose n'est pas souvent courante, elle est pourtant belle et bien réelle. Le fauve errant a été repéré, mais voilà, plusieurs heures plus tard, l'animal reste introuvable. Reportage.
Mais où se cache-t-il? Depuis jeudi matin, ce tigre est l'animal le plus traqué de France. Les autorités ont mobilisé les gros moyens pour le capturer, vivant si possible. Une centaine d'hommes, parmi lesquels des militaires, participent à la chasse. Équipé d'une caméra thermique, un hélicoptère a même été engagé, mais 24 heures après, l'animal reste introuvable. Il y a deux solutions. Soit le tigre est confiné quelque part, c'est-à-dire qu'il est chez quelqu'un ou dans une camionnette et il est parti. Soit il est en liberté à un endroit qu'on n'a pas pu traquer parce qu'il n'est pas attenant à l'endroit où on a les traces. Des alertes semblables ont déjà été données par le passé. Finalement, le tigre n'était qu'un gros chat. Mais l'analyse de cette empreinte ne laisserait pas de doute. La photo est assez floue, mais peut laisser effectivement penser à la silhouette d'un félin. Et les spécialistes animaliers ont trouvé une empreinte qui pourrait tout à fait correspondre à celle d'un jeune tigre. Au-delà de la traque, l'autre question de cette histoire rocambolesque est de savoir d'où vient ce félin qui pourrait devenir fameux. L'hypothèse d'une évasion d'un cirque ou d'un zoo a d'ores et déjà été écartée. Toujours est-il que les habitants ont été invités à privilégier les déplacements en voiture. Franchement, on ne croirait pas quand on va sortir de chez nous, il va y avoir un tigre qui va nous sauter dessus. Tant qu'on ne le verra pas, je pense qu'il n'y a pas de danger. Ce matin, des effectifs de police ont même été déployés autour des écoles, mais aux dernières nouvelles, le tigre aurait plutôt été aperçu près d'une station essence. La traque aux fauves en liberté continue près de Paris. Sport à présent, ce sera finalement la Guinée équatoriale qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations à partir du 17 janvier prochain. Après le retrait du Maroc, la Confédération africaine de football a désigné la Guinée équatoriale, un petit pays très riche en pétrole qui avait déjà organisé la CAN en 2012 avec le Gabon. La Guinée équatoriale avait été éliminée lors des qualifications, mais aujourd'hui qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 3 décembre à Malabo. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous vous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.